Bonjour à tous et à toutes. Je vous embarque dans une épopée extraordinaire. Je m'appelle Maude et je suis fondatrice de l'agence People Pro. J'épaule les startups dans leur développement RH et recrutement. J'ai l'intime conviction qu'elles sont au cœur du changement que nous voulons voir dans le monde. C'est pourquoi j'ai eu envie de mettre en lumière ces fondateurs, ces fondatrices qui créent des projets pour améliorer notre société au quotidien. Ce podcast est possible grâce à Thalys. Thalys est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées, Apple et Spotify. Et bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse aujourd'hui de discuter avec Claude, directrice scientifique de la startup BioInspire. Donc merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On reviendra un peu plus tard sur votre parcours, mais vraiment la première question que j'avais envie de poser, c'est peut-être nous raconter un peu la mission de BioInspire et ce que vous faites aujourd'hui. Bonjour Maude et bonjour à tous. Merci de votre invitation. C'est avec plaisir que je vais vous parler de BioInspire. Donc, est une société que je considère un petit peu à part puisqu'elle développe toute une filière et non pas un simple produit ou une simple technologie. En quelques mots, l'objectif de BioInspire, c'est de donner de la valeur économique à des solutions écologiques. Alors, quelles sont ces valeurs économiques? Eh bien, c'est la création et la commercialisation de molécules qui sont 100% biosourcées. Tout est issu de la nature à travers ces molécules qui sont synthétisées. Alors, comment est-ce possible? C'est possible parce que ces molécules sont construites à partir, en fait, de solutions qui sont fondées sur la nature. Alors, ces solutions, je pourrais les décrire, je veux dire, en deux types d'actions écologiques sur le terrain. La première est la mise au point de filtres végétaux, donc complètement automatisés, pour dépolluer l'eau, dépolluer notamment des effluents industriels qui sont contaminés par des éléments métalliques. C'est une première phytotechnologie qui est assumée par BioInspire et donc valorisée par la création de molécules que j'ai évoquées. Et puis la deuxième solution écologique, eh bien, c'est la préservation de la biodiversité des zones humides qui sont aujourd'hui complètement menacées par un développement anarchique et incontrôlé d'espèces exotiques envahissantes. Donc là encore, BioInspire est très engagé d'un point de vue écologique sur le terrain pour participer à la résolution de ces problèmes et valorise les solutions qui sont déployées pour contrôler ces plantes exotiques envahissantes en créant ces molécules 100% biosourcées. Et donc ces molécules, comment vous les sourcez en fait c'est créé en laboratoire ou il y a des... C'est créé en laboratoire, tout à fait. Très sommairement, l'action consiste donc à faire des récoltes de ces espèces exotiques envahissantes selon les règles de l'art, parce que ce sont des plantes très particulières avec tout un cahier des charges à respecter. Il se trouve que ces plantes ont une composition complètement anormale. C'est vraiment une curiosité de la nature quelque part. Elles ne sont pas envahissantes par hasard. Donc, elles génèrent en fait des compositions qu'on arrive à valoriser de deux manières différentes. Soit, comme j'ai évoqué, pour dépolluer une eau contaminée, soit on les transforme directement en ce qu'on a appelé, nous, des éco-catalyseurs, c'est-à-dire des catalyseurs écologiques, qui sont en gros des catalyseurs complètement issus de ces plantes, mais qui vont être des outils qui vont nous permettre de synthétiser des produits qui sont bâtis, construits à partir de molécules naturelles. Donc là, en fait, la mission de BioInspire, c'est particulièrement travailler donc sur ces plantes envahissantes, c'est ça? C'est quel type de plantes? C'est des plantes qui étaient là, on va dire, depuis des milliers d'années, on va dire, ou c'est des plantes que l'homme, entre guillemets, a créées à cause de notre façon de vivre? C'est effectivement la seconde explication qui est la bonne. D'accord. C'est l'homme qui est responsable d'une introduction maladroite de ces espèces végétales qui n'ont rien à faire chez nous.
qui ont été introduites pour des raisons différentes, soit parce qu'il les a trouvées belles, donc à des fins ornementales, soit parce qu'elles ont naturellement, je veux dire, des intérêts en aquariophilie, elles filtrent l'eau et donc elles ont été amenées chez nous pour ces raisons-là. Mais voilà, il y a eu des échappements dans la nature, elles n'ont pas forcément trouvé de prédateurs, le réchauffement climatique leur convient bien, parce qu'elles viennent souvent sont d'origine tropicale, très souvent. Donc voilà, elles sont dans un terrain idéal pour proliférer et étouffer nos plantes locales. D'accord, donc en fait, ces plantes sont polluantes en fait pour notre faune, c'est ça? Oui, alors est-ce que polluant est le terme exact? En fait, elles prolifèrent, elles ont une dynamique de reproduction, de multiplication qui est telle qu'elles vont complètement étouffer nos plantes locales, voire même la vie aquatique. Elles se développent beaucoup trop vite. Ok. Et là, donc la mission de BioInspire, c'est d'aller en fait prendre les molécules de ces plantes ou comment ça fonctionne? Alors, ce qu'on fait, c'est que donc on travaille avec les gestionnaires des bassins versants. C'est vraiment un travail de collaboration avec tous ceux qui sont en charge de la bonne santé de nos rivières, de nos berges et des zones humides, qui sont quand même, entre parenthèses, si importantes en termes de réchauffement climatique, des zones qui atténuent, je veux dire, les excédents de chaleur. Donc, en fait, on va récolter ces plantes sur le terrain, et on les transforme. On a bien identifié que si elles étaient aussi dynamiques, c'est qu'elles avaient une physiologie à part, donc une composition à part, mais qui est plutôt minérale. Ce qui nous intéresse, c'est la partie métallique, pas les molécules organiques. Donc on transforme ces plantes en une poudre végétale qui est traitée thermiquement, où elles deviennent complètement inoffensives, mais on récupère une partie minérale assez exceptionnelle de ces plantes, qui nous permet de faire ce qu'on appelle des catalyseurs. On prend au sens très très commun du terme, catalyseur, comme une personne qu'on qualifie de catalyseur, c'est un booster de réaction qui va accélérer une réaction qui n'avançait pas. Donc on s'en sert pour transformer des molécules naturelles communes, par exemple des triglycérides, des sucres, des molécules naturelles très abondantes, pour construire des molécules d'intérêt. On pourra revenir sur les applications, mais sans aucun intrant chimique. Ok. Grâce à cette plante. Grâce à ces plantes envahissantes. Envahissantes. Du coup, elles trouvent une utilité positive, ce qui permet de financer tous les efforts de récolte de ces plantes sur le terrain. Et ces récoltes sont d'ailleurs réalisées selon des protocoles écologiques que l'on affine d'année en année, pour contribuer aussi très positivement à leur gestion et d'une façon la plus douce possible et d'une façon raisonnée. Ok, c'est très clair. Et donc, est-ce qu'on peut parler en fait de BioInspire comme une start-up ou oui. Comment? Oui. On peut parler de start-up ou plus communément de jeune entreprise, une jeune entreprise innovante, donc qui assume, comme je disais, une filière, c'est des activités complètement interdisciplinaires qui commencent sur le terrain, en récoltant ces plantes, en les transformant en ces outils chimiques qu'on appelle les éco-catalyseurs, qui sont 100% naturels, et qui nous permettent de construire des molécules complexes que BioInspire produit et vend. C'est la vente de ces molécules qui permet de financer tout ce qui est en amont. Donc cette vente, alors juste pour revenir en amont, donc les acteurs, la récolte, j'imagine que c'est pas BioInspire qui le fait en fait. Si, tout à fait. Oui. Vous voyez, on a passé, je veux dire, tout le début de la semaine, BioInspire et puis le laboratoire de recherche que je dirige aussi, qui est à l'origine de tous ces travaux. On était tous ensemble sur le terrain tous les jours de cette semaine. En fait, d'avril à octobre, on est tous sur le terrain à être très actifs et à contribuer à la récolte de ces plantes. On ne le fait pas toujours tout seul. On a des collaborateurs qui sont et publics et industriels qui sont aussi en charge de ces problèmes. On travaille ensemble de façon collaborative sur le terrain. Donc, on est vraiment sur des phases de récolte intenses. Et juste pour avoir une idée, ces plantes, j'ai oublié le terme, je suis désolée. Envahissantes, voilà, ces plantes envahissantes sur le territoire français, vous avez une idée à quoi ça correspond, peut-être en termes de tonnes ou écoutez, certaines d'entre elles ont même envahi toute l'Europe, donc c'est un énorme problème. Alors, c'est pas à l'échelle de la tonne qu'il faut raisonner, parce que vous voyez, là, on a déjà
dépasser, je crois, 4 tonnes de récolte et on n'a pas terminé. Et on pourrait aller beaucoup plus loin. En fait, Sur une région ou sur, c'est sur une sur région? la région Occitanie et je dirais même sur un département. Donc, Ok. elles sont répandues de façon vraiment très, très étendue sur tout le territoire et au-delà. Mais je veux dire, donc elles sont présentes en centaines et centaines de tonnes. On a l'impression d'ailleurs que voilà, on n'en voit pas le bout malgré tous ces efforts. On voit à quelle vitesse elles se reproduisent d'année en année avec une prolifération qui est inquiétante. Et c'est sur tout le territoire français ou est-ce que le sud est plus propice à ces plantes puisque la chaleur, elles aiment bien la chaleur ou même en Bretagne par exemple, on peut aussi les retrouver? Alors, tout dépend des espèces. Malheureusement, il n'y en a pas qu'une, hein. Donc certaines, effectivement, prolifèrent très très bien chez nous, puisqu'elles aiment effectivement la chaleur, voire l'humidité qu'il peut y avoir, hein, qui leur convient très bien. On est proche d'un climat tropical hein, en ce moment dans le sud de la France. Donc, quelque part, voilà, elles retrouvent des conditions proches de leur habitat naturel. Et certaines, en fait, recherchent beaucoup l'humidité. C'est pour ça qu'on parle de plantes de zone humide. Et on peut les trouver effectivement dans les Pays de Loire, on en détecte en Bretagne, dans la région nord-est de la France. On en retrouve certaines jusqu'au Royaume-Uni et sur toute la partie est de l'Europe, puisqu'on les a même identifiées jusqu'en Russie. Donc vous voyez, c'est vraiment une étendue extrêmement large, en termes de territoire, qui peut donc être envahie par ces espèces. Et pourquoi aujourd'hui, donc, BioInspire, on va dire, révolutionne un peu le secteur je ne sais pas si c'est le secteur de la chimie ou c'est quel type de secteur? Moi, je dirais 2 domaines. Et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. D'une part, on participe, je veux dire, sur le plan environnemental à la résolution de problèmes écologiques. Donc, comme je disais, au niveau de la récolte de ces plantes, pour, je veux dire, soulager la pression que ces plantes exercent sur notre vie aquatique et les zones humides. On les utilise également pour dépolluer des effluents. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même un aspect important, préserver la qualité de l'eau par des solutions qui sont complètement naturelles. Et il se trouve que tous ces efforts écologiques qui sont quand même déployés au niveau industriel par BioInspire révolutionnent un deuxième domaine. C'est celui de la chimie. Puisqu'en fait, toutes ces plantes qui sont très particulières nous permettent de produire des molécules, mais comme je disais, sans intrants chimiques, c'est-à-dire on s'affranchit de la pétrochimie, on utilise des procédés qu'on a complètement revisités, dont on veut réduire au maximum l'empreinte environnementale, avec des contraintes énormes là-dessus. Et donc, du coup, pour moi, on est vraiment en action sur le déploiement de solutions écologiques au niveau industriel, ce qui est quand même pas si fréquent, et qui est financé par l'innovation qui est apportée en chimie, à savoir produire des molécules 100% biosourcées, donc qui seront respectueuses de la nature et de l'environnement. Parce que sinon, c'est vrai que quand on n'est pas dans ce monde, je pense, scientifique et de molécules, sinon, comment on construit cette molécule, ces molécules, en fait comment la chimie fait, en fait Comment fait la chimie? Alors, très souvent, prenons par exemple le cas du catalyseur, puisqu'on est dans ce registre, beaucoup de réactions sont trop lentes. Hein, voilà, vous pouvez mélanger des molécules, elles ne veulent pas réagir ensemble et vous ne faites rien. Quand on veut construire un médicament, très souvent, le médicament n'est pas présent dans la nature. Il faut construire une nouvelle molécule qui est active, qui va nous protéger contre certaines maladies. Et bien pour cela, il va falloir faire réagir 2 molécules simples entre elles. Et on n'y arrive pas. Il faut ajouter un catalyseur qui va aider ces molécules à réagir ensemble, qui va vraiment faciliter leur rencontre et leur accrochage pour former une nouvelle liaison et créer cette nouvelle molécule. Beaucoup de ces catalyseurs sont d'origine métallique. Et les métaux, sont classiquement issus de l'extraction minière. C'est la première étape. Quelque chose qu'on connaît bien, parce que mon laboratoire de recherche a une antenne en Nouvelle-Calédonie, qui est un haut lieu de l'activité minière, qui est un exemple donc significatif, qui est un des plus gros producteurs au monde, par exemple, de nickel. Le nickel va devenir un catalyseur pour la chimie fine, pour construire ces fameux médicaments, par exemple. Qui dit extraction minière dit, je vais dire, destruction de la biodiversité. Il va falloir creuser dans le sol pour aller chercher le minerai. Mais quand vous creusez, que vous atteignez le minerai, vous imaginez une pierre, par exemple, le nickel,
et vous avez un tout petit peu plus d'1% de nickel dans votre morceau de minerai, de pierre. Il va falloir aller chercher ce pourcent. Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé, vous avez généré 99% de déchets. Voilà, donc second problème, comme vous avez détruit la biodiversité, vous avez récupéré ce minerai, vous générez des quantités astronomiques de déchets. La végétation ne reprend jamais après. On a beaucoup travaillé à la restauration minière de ces sols, par des solutions naturelles aussi, on le sait très bien. Il faut, essayer de réintroduire une végétation très particulière pour qu'elle ait une chance de survivre sur de tels sols. Sinon, plus de végétation, ils sont exposés aux intempéries, tous les sédiments miniers sont lessivés, entraînés dans la première rivière qui va tout polluer. Au moment où on creuse, en fait, Voilà. il n'y a plus de machine arrière. Voilà. On ne peut plus faire machine arrière. Okay. C'est ça. Donc, vous avez cet impact environnemental direct, cette production de déchets, mais ce n'est pas fini. Quand on a récupéré un minerai enrichi en nickel, on n'a toujours pas le catalyseur. Il va falloir faire des opérations de transformation. Et ça, c'est l'action un peu plus métallurgique. Il va falloir transformer ce nickel brut qui vient de la pierre en un catalyseur pour la chimie. Et là, les procédés ne font pas spécialement rêver. En gros, il y en a de deux sortes. Soit c'est une attaque acide qui va générer des effluents très acides et chargés en métaux qu'il faut absolument traiter, sinon ils sont très très destructeurs. Soit utiliser des techniques dites de pyrométallurgie. Donc, on va chauffer très très fort. Donc, consommation énergétique majeure et rejet dans l'atmosphère. Enfin, c'est quelque chose qui est également impactant. Et c'est n'est qu'à ce prix que vous allez avoir le catalyseur. Mais ce n'est pas fini. Ce catalyseur, vous allez l'utiliser pour construire votre médicament. Donc, il va falloir aller chercher la matière première, ces molécules de base qu'il faut transformer avec le catalyseur. Et ça vient de ce qu'on appelle la pétrochimie, c'est-à-dire des molécules qui sont issues du pétrole qu'on a transformées par des procédés qui ne sont pas toujours très respectueux de l'environnement là aussi. Et vous allez les mettre en œuvre dans un nouveau procédé où vous ajoutez votre catalyseur qui vient de l'extraction minière. Et voilà, vous générez votre médicament, mais avec plein d'effluents à traiter, plein de sous-produits, plein de déchets que vous avez sur les bras et dont la gestion n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il faut raisonner en analyse de cycle de vie. Quand vous réfléchissez à d'où vient votre médicament, vous vous dites qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler de cette façon-là. Donc, je parle de médicaments, mais je pourrais parler de plein d'autres molécules. Ce n'est pas spécialement la pharmacie. C'est très large. C'est très large. Oui, très très large. Toutes les molécules synthétiques qu'on manipule, suivent le même schéma. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème et il y a un vrai souci. Et notre vocation chez BioInspire, c'est de montrer qu'on peut fonctionner autrement. On peut produire aussi ces molécules complexes pour l'industrie pharmaceutique ou autre, mais d'une façon complètement différente, uniquement avec des ressources de la nature, en s'affranchissant de l'extraction minière, de l'opération métallurgique et de la fabrication de molécules de base à partir des dérivés du pétrole. On peut fonctionner autrement avec les ressources que la nature met à notre disposition, et également en s'inspirant de la chimie de la nature, qui a résolu depuis bien longtemps des problèmes de chimie très complexes, que le chimiste ne connaît pas toujours, et qui sont très inspirants pour réussir à construire des molécules par des procédés optimisés, peu consommateurs de catalyseurs, de matières premières. Et c'est vrai que j'imagine la consommation de médicaments, j'imagine pas, ça doit être des millions de tonnes par an. Est-ce que il y a en tout cas ce souci de le faire à grande échelle? Est-ce que aujourd'hui, avec donc ces nouvelles molécules qui sont plus protectrices de l'environnement, est-ce qu'on sera capable de le faire aussi à grande échelle? Oui, alors c'est déjà fait. BioInspire a été créé pour ça. BioInspire bénéficie des 15 ans de recherche de mon laboratoire pour aller vite. Et effectivement, nous avons préparé déjà en amont ces montées en échelle et BioInspire les réalise puisqu'il y a déjà 60 molécules au catalogue de BioInspire qui sont commercialisées. Donc ces montées en échelle sont une véritable réalité aujourd'hui et donc c'est une véritable entreprise. C'est pas un laboratoire de R&D. Donc, c'est vraiment l'objectif.
Merci en tout cas pour ces explications. C'est vrai que quand on prend un Doliprane, on ne se rend pas compte de tout le procédé en fait qu'il y a en amont. Et c'est vraiment intéressant de voir comment aujourd'hui on essaie de changer un peu ce procédé-là. Comment vous, Claude, vous en êtes arrivé là alors sur cette création de molécules? Peut-être parler un peu de votre parcours. Oui, si vous voulez. Écoutez, à l'origine, je suis enseignant-chercheur. J'ai tout d'abord été maître de conférences puis professeur d'université à l'université de Lorraine, puis à l'université de Montpellier, où à l'époque, j'animais, au-delà de mes enseignements à l'université, des recherches à l'interface chimie, biologie, santé. Et puis, le métier d'enseignant-chercheur est vraiment passionnant. J'ai eu l'occasion de rencontrer de jeunes étudiantes qui m'ont demandé de l'aide pour préparer un concours d'entrée dans les grandes écoles. C'est ce qu'on appelle les TIPE. Et elles avaient une question passionnante, mais difficile, c'est peut-on dépolluer avec des plantes? Donc voilà, le sujet est parti comme ça. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 5 ans? C'était, je vais dire, il y a 13 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Okay. Oui. Et du coup, devant leur insistance et leur motivation, j'ai choisi de les aider. Mais j'avais tout à découvrir dans le domaine. Je ne savais pas répondre spontanément à cette question, même si c'est une question passionnante. Donc j'ai fait beaucoup de recherches bibliographiques, j'ai beaucoup lu, jusqu'au moment où j'ai eu la chance d'identifier une plante qui était présente près de Montpellier, qui était capable de survivre sur un site minier contaminé, et elle faisait mieux que de survivre. J'ai découvert qu'elle était capable d'extraire les polluants et de les stocker dans ses feuilles. Donc je trouvais ça passionnant. Magique un peu, oui. Oui, la nature fait des choses extraordinaires. Donc les capacités d'adaptation de cette plante étaient vraiment sidérantes. Et j'ai souhaité rencontrer un écologue de Montpellier qui s'intéressait à cette plante. Donc je l'ai rencontré avec ces jeunes étudiantes. Nous avons discuté pendant 1 an avec des perceptions un petit peu différentes de cette plante. Moi, je la trouvais extraordinaire. J'étais vraiment en admiration devant ses capacités de survie et de séquestration des polluants. C'est une plante qui était en France. En France, voilà, tout à fait. Mon collègue la voyait plutôt comme une plante qui était dangereuse, une plante contaminée, donc il ne fallait pas développer. Alors, quand on est chimiste et qu'on sait comment on dépollue un sol, je veux dire, les techniques à disposition ne font pas rêver. Soit vous excavez les terres, vous les entraînez vers une industrie chimique dédiée qui va traiter la terre, essayer de la dépolluer, ou on déplace le problème, soit on confine la pollution. Bon, c'est pas plus satisfaisant. Et moi, je voyais cette plante qui était capable, elle, de séquestrer la pollution. Donc, mon objectif était d'imaginer si on serait capable de la déployer, de la développer à grande échelle pour essayer de dépolluer ce site où il y avait vraiment des problèmes sanitaires, il n'y a pas que des problèmes environnementaux. Et donc, la réflexion de mon collègue, c'était non, il ne faut surtout pas la développer, c'est une plante contaminée. Et pour moi, le défi était de me dire, mais si j'arrive à en faire quelque chose d'utile, est-ce que tu la verras toujours comme un déchet contaminé, une plante dangereuse? Donc sa réflexion était de dire, ah oui, je verrai effectivement les choses différemment, mais personne n'a jamais trouvé d'utilité à ces plantes. Et pour moi, c'était un facteur déclenchant, c'était un défi que je me suis lancé. Donc j'ai quitté le laboratoire que je dirigeais à l'époque pour intégrer un laboratoire d'écologie, progresser dans la connaissance de ces plantes, apprendre moi-même à la développer à grande échelle sur ce site contaminé, ce qui n'était pas encore le cas. Puis, j'ai été en Nouvelle-Calédonie déployer des plantes analogues à très grande échelle aussi, on peut dire échelle industrielle. Et j'ai montré que oui, c'était possible de restaurer ces sites contaminés avec des polluants. Donc, la première étape était franchie, mais la deuxième était de trouver de l'utilité à ces plantes chargées en éléments métalliques. Pourquoi? Parce que en fait, il arrive un moment où ces feuilles chargées en métaux tombent sur le sol et sont effectivement chargées de contaminants, d'éléments métalliques. Il ne fallait pas que la pollution revienne sur le sol. Donc, l'idée a été de trouver comment valoriser ces feuilles chargées en éléments métalliques, et c'est là où j'ai eu l'idée de la catalyse en chimie qui s'y prête très bien. Parce que la catalyse consomme peu d'éléments métalliques pour booster une réaction. Il en faut très très peu. Donc, c'était, je vais dire, industriellement possible. Et puis, en développant un procédé pour utiliser ces catalyseurs qui venaient des feuilles sans intrants chimiques, eh bien, j'ai pu montrer pour la première fois que non seulement ces plantes avaient un intérêt, mais elles pouvaient vraiment changer le modèle de fonctionnement de la chimie. Donc, pour moi, ces feuilles devenaient des réservoirs
métalliques pour des catalyseurs et pouvait donc remplacer au moins dans certains usages les minerais. Et donc toutes les transformations que j'ai exposées tout à l'heure. Ça a commencé comme ça. Et ça, donc, c'est ces plantes dont on parle depuis le début, en fait. On est d'accord? Pas exactement, c'est évolué. C'était vraiment le tout début qui m'a permis, voilà, c'est qui m'a permis de montrer ce qu'était l'éco-catalyse, de montrer que des feuilles chargées en métaux pouvaient être super catalyseurs en chimie. Ça a été ce qui a été sélectionné par l'Office européen des brevets très récemment, là au mois de juin. Donc où j'ai reçu le prix de l'inventeur européen. C'est vraiment sur cette technologie de plantes terrestres. Mais félicitations. Mais du coup, progressivement, travaillant sur ces sols, en faisant de la restauration minière, en étudiant tout ce procédé d'éco-catalyse que j'ai déployé donc assez largement, j'ai très vite été confrontée à un deuxième scénario qui, sur le terrain, parle très vite, c'est la pollution de l'eau, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire végétation sur le sol et tout part dans l'eau. Donc j'étais très vite sensibilisée à, je dirais, l'exposition de l'eau face à ces polluants, et donc j'ai voulu développer la même approche pour traiter des eaux contaminées par les éléments métalliques. C'est là, de part en part, où j'ai fini par découvrir des plantes aquatiques, très locales, très françaises, puis ces plantes exotiques envahissantes. Et donc, ce premier projet, il est toujours aussi en cours sur ces feuilles chargées de minerais. Voilà, vous travaillez sur ces deux projets en ce moment. Oui, ces projets, tout à fait, ça continue. Et puis aussi, bien sûr, sur la dépollution de l'eau, qui est un très gros sujet, où BioInspire aussi, d'ailleurs, développe industriellement la technologie du laboratoire. En gros, c'est, on remplit de vastes colonnes avec ces poudres végétales. On pompe une eau qui est contaminée. Donc, on fait traverser à travers la colonne, et la poudre végétale se comporte un petit peu comme une éponge à métaux, retient les polluants métalliques, et l'eau peut, en bas de colonne, être jetée dans l'environnement et les dépolluer. Voilà. Et la poudre végétale gorgée de métaux est transformée en un éco-catalyseur également, qui va nous permettre de construire des molécules d'intérêt. Donc on développe tout ça aussi. Et comment alors vous avez rencontré les fondateurs de BioInspire Ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, donc j'ai réussi à montrer que toute cette technologie de dépollution de l'eau et éco-catalyse et production de molécules pouvait être industrialisée. Et donc j'ai eu la chance de bénéficier du programme qu'on appelle RISE chez nous, un programme, je vais dire, de soutien au développement des entreprises organisé par CNRS et CNRS Innovation. Et pendant un an, donc j'ai réfléchi avec une équipe de CNRS Innovation sur la création de cette entreprise, que j'avais déjà d'ailleurs appelée BioInspire avant même qu'elle existe. Donc vous êtes aussi fondatrice en fait de la société. Oui, fondatrice en fait. Mais voilà, j'avais déjà créé ce schéma. Et donc pendant un an, eh bien, j'ai auditionné avec toute l'équipe de CNRS Innovation différents porteurs de projets qui souhaitaient donc donner une dimension industrielle à tous ces résultats. Donc on s'est donné un an pour écouter voilà, tous les gens qui étaient volontaires là-dessus, qui étaient intéressés par le projet, avec quand même pour moi deux difficultés. Rencontrer des gens qui avaient la capacité à être interdisciplinaires, parce que l'air de rien, un mélange de l'écologie et de la chimie, c'est pas commun, c'est pas classique, c'est même quasiment jamais le cas. On a plutôt tendance à opposer ces deux domaines, et moi je les réunis. Donc c'est une première difficulté technique, trouver un interlocuteur qui va naviguer entre les deux en étant à l'aise. Et puis après, il y a deux choses, je veux dire, qu'il fallait faire coïncider qui ne sont pas plus simples. C'est une éthique écologique, puisque notre objectif, c'est bien de dépolluer et de rendre un service à la nature, de soulager aussi la pression exercée par ces espèces envahissantes, mais de le valoriser économiquement, c'est-à-dire combiner éthique écologique et activité économique. Là aussi, c'est pas quelque chose de forcément commun et courant. Donc, il fallait que je rencontre aussi donc, un porteur de projet qui allait s'associer avec moi et qui accepterait ce double schéma qui n'est pas forcément facile. Voilà. Donc, ça a pris du temps. Et au bout d'un an, c'est vrai que j'ai eu la chance que Techno Founders, ce startup studio, se présente et donc expose son modèle économique. Et puis, je pense qu'avec toute l'équipe de CNRS Innovation, nous avons été convaincus de la solidité de leur projet, de leur engagement face à ces défis environnementaux, et on a choisi de cofonder ensemble BioInspire.
Et donc, BioInspire, maintenant, à quoi, 2 années, quoi? Oui, BioInspire a été créé en janvier 2020. 2020, d'accord. Ok, 2 Officiellement. ans. Oui, mais avec une longue préparation en amont. Et donc, aujourd'hui, vous en êtes où alors chez BioInspire? Déjà, peut-être nous parler peut-être de cette partie économique. Qui sont vos clients? C'est quoi un peu votre business model aujourd'hui? Oui. Alors, le modèle économique de BioInspire est celui que j'avais imaginé. J'ai été très contente de voir qu'il était complètement assumé, à savoir que c'est bien la vente des molécules que l'on produit par éco-catalyse qui va permettre de financer la société, mais également toutes ces actions écologiques que nous réalisons sur le terrain. Voilà. Tout ce qui est récolte de plantes envahissantes, tout ce qui est dépollution, n'est pas très lucratif, on le sait bien, de toute façon, c'est toujours comme ça. Mais c'est complètement assumé et absorbé par la vente des molécules qui vont donc être produites. Donc ça, c'est le schéma économique qui est développé au sein de BioInspire. Alors les clients, donc on a cette originalité de faire des molécules 100% biosourcées. Il est évident qu'actuellement, il y a une pression sociétale forte, une demande réelle pour avoir à disposition des molécules, des matériaux qui sont d'origine naturelle, mais pas à 2%, qui sont vraiment issus de procédés naturels et qui sont capables de respecter l'environnement. Donc, on est vraiment dans ce schéma. Donc, je pense que BioInspire arrive au bon moment parce que ça répond à une demande concrète. Et il y a peut-être une inégalité entre les secteurs industriels de la chimie face à cette pression. Il est évident que dans le domaine des cosmétiques et des parfums, qui arrive juste derrière, il y a une demande très, très concrète de la part du consommateur, qui est énorme et que je trouve formidable, qui demande ce type de produit. Donc, il est bien évident que les gros clients actuels de BioInspire sont dans ces secteurs de cosmétiques et de parfums. De parfum, d'accord. Voilà. Mais pas que. La chimie fine pousse derrière, arrive derrière, où cette demande est en train d'évoluer. Et également, à notre bonne surprise, l'industrie pharmaceutique est intéressée aussi. Déjà, on va dire, il y a beaucoup d'espoir de voir que les choses peuvent changer. Et que c'est vrai que des industries comme la chimie et la pharmaceutique vont aussi de l'avant et souhaitent changer leurs pratiques. Quand on parle de chimie fine, est-ce qu'il y a peut-être deux exemples que vous pouvez nous donner? Oui, je vais donner un exemple qui me donnera l'occasion de parler de l'autre société que j'ai cofondée, mais qui dérive de cette approche. C'est-à-dire, là, il fait très chaud dans toute la France. Ça occasionne le développement d'une autre espèce envahissante, qui est le moustique tigre. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, c'est un insecte redoutable parce qu'il est quand même vecteur de maladies infectieuses qui sont quand même dangereuses et redoutées. La dengue, chikungunya, Zika, etc. Donc voilà, c'est pas une mince affaire. Il prolifère très très bien et c'est très bien adapté à nos modes de vie. En France. Et en France, tout à fait. Donc il progresse à grande vitesse, ça c'est quelque chose qui est préoccupant. Et ça a été un des sujets d'intérêt pour moi. C'est là encore de revisiter ce domaine et avec vraiment la même idée, c'est-à-dire remplacer ces molécules de synthèse qui permettent de repousser ces moustiques par des molécules qui seraient 100% biosourcées, d'origine exclusivement végétale et qui seraient hyper efficaces et qui n'auraient pas de toxicité. C'est ce qui a été fait et un gros débouché aujourd'hui parce que maintenant le produit est commercialisé. Donc c'est notre répulsif qui s'appelle Cruzoé, donc qui est maintenant commercialisé depuis 2 étés, qui répond à ce cahier des charges. Donc voilà, c'est un exemple très concret. Et donc là, pour créer ce répulsif, est-ce que vous devez aller aller à la chasse aux moustiques ou comment ça marche? En fait, le laboratoire de recherche que je dirige, Chimeco, a travaillé pendant plusieurs années avec l'aide du CNRS sur ce sujet. Pour moi, le pari, c'était encore de travailler à l'interface chimie-écologie, de mieux comprendre ce fameux moustique tigre. C'est quand même récent chez nous, donc il fallait progresser dans la connaissance de ce moustique, en particulier mieux comprendre comment il détecte les odeurs, par quel mécanisme. Et le chimiste, normalement, est bien armé pour ça. C'est dommage que ça ne l'intéresse pas toujours, parce que pour bien comprendre le fonctionnement du moustique, il faut travailler à l'échelle de la molécule, très finement. C'est là où tout se passe et on comprend les mécanismes intimes de reconnaissance des odeurs par le moustique. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus
Et ça m'a permis de mettre au point une nouvelle approche pour, je vais dire, générer un bouquet d'odeurs que le moustique n'aimerait pas du tout. Et donc ce répulsif qui est bio, j'imagine. Il est bio, voilà, 100% d'origine végétale, encore une fois, sans aucun intrant chimique. Ok. Et donc là, chez BioInspire, vous êtes combien dans l'équipe? Est-ce que vous projetez peut-être de lever des fonds? Comment vous souhaitez plutôt être dans une croissance organique? C'est quoi un petit peu les ambitions à moyen terme? Alors déjà, on est donc sur site à Montpellier une dizaine de personnes. On est 10 exactement, tout juste 10. Donc répartis entre des chimistes, des gens qui s'intéressent plus aux plantes, évidemment une équipe commerciale. Voilà, il y a différents métiers, parce que voilà, c'est complètement interdisciplinaire. On a la chance de bénéficier de l'appui du Startup Studio TechnoFounders pour tout ce qui est, je vais dire, financier, juridique. Donc, il y a une équipe à notre disposition, hein, donc c'est formidable, en plus de ces 10 personnes. Donc, ça permet d'être très réactif. Donc, ça, c'est, je veux dire, l'organisation générale. Et puis, BioInspire a déjà réussi 2 levées de fonds. Donc, qui permettent d'avancer et justement de progresser dans l'industrialisation, les montées en échelle pour la production des molécules à haute valeur ajoutée que nous mettons sur le marché. Donc, en total, ces 2 levées de fonds, ça correspond à combien de milliers, de millions? La somme, oui, est proche de 2 millions d'euros. Okay. Global. Donc là, la prochaine étape, en fait, pour vous, c'est cette montée en échelle. Oui, tout à fait. La montée en échelle sur des molécules identifiées et demandées par un certain nombre de clients. Et avec la chance aussi d'avoir le laboratoire de recherche aussi juste à côté, qui n'arrête pas de trouver des résultats nouveaux et qui pousse derrière pour en produire de nouvelles aussi. Donc le catalogue s'enrichit constamment. Parfait. Et donc, vous allez relever des fonds prochainement pour faire cette montée en échelle ou... Oui, l'année prochaine. Donc, on est déjà en train de travailler à cette levée de fonds, puisqu'effectivement, l'idée est de monter en puissance rapidement pour répondre donc à des demandes clients qui sont clairement identifiées et voilà, être au rendez-vous de grosses productions le plus rapidement possible. D'accord. Merci en tout cas pour ce partage. Et peut-être ma dernière question, enfin 2 dernières questions. C'est un peu, quelle est un peu votre vision du monde alors et du monde de la chimie et de ces molécules? Ce serait ma vision du monde et de la chimie, c'est que je pense que l'industrie chimique est une industrie puissante, c'est évident. D'ailleurs, on ne parle pas d'industrie physique, biologique ou autre. Donc, l'industrie chimique est quelque chose de très particulier, qui a, je veux dire, des connaissances techniques énormes, mais qui, dans le contexte actuel, doit absolument évoluer différemment. Moi, il y a 2 chimies. Il y a la chimie de la nature que je trouve géniale, extraordinaire et très inspirante. C'est la bioinspiration. Donc, c'est une leçon quotidienne d'humilité, de simplicité quand on est chimiste, parce qu'on voit que finalement, on n'est pas très bon par rapport à ce que la nature est capable de réaliser tous les jours en termes de chimie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui me passionne. Puis, il y a bien sûr aussi le côté de la chimie que j'aime moins, qui a à l'évidence une empreinte environnementale majeure, qui porte à réflexion. Et pour moi, tout ce qui m'anime au niveau de BioInspire, c'est de montrer qu'on peut faire autrement, être force de proposition, d'action très concrète, pour montrer qu'il est urgent, mais possible aussi de produire différemment. Et donc, on peut, grâce à ces différents élans, qu'un autre monde est possible, voilà, si ensemble. Ouais. Mais pour en arriver là, le critère majeur pour moi, c'est ce que j'appelle l'interdisciplinarité, en tous les cas, le décloisonnement des domaines. C'est-à-dire la chimie et l'écologie doivent travailler ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est ce qui nous anime, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être innovants. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas avoir de préjugés, d'idées conçues, de rester dans son registre de connaissances, mais de s'ouvrir au reste pour mieux le comprendre. Donc, c'est aussi une chance pour mieux préserver la nature si on la comprend mieux, voire la restaurer. Et puis, c'est une source d'idées absolument extraordinaires qui nous permettront de la respecter. Je garde cette note en tout cas positive. J'imagine que vous allez recruter peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, si vous allez lever des fonds. Donc, je mettrai en tout cas
les coordonnées de BioInspire pour postuler. Et peut-être ma toute dernière question, c'est Oui. est-ce qu'il y a un autre projet inspirant autour de faire du bien, on va dire, à notre société, à notre planète, que vous me recommandez? En fait, j'ai abordé très très vite l'autre société, un laboratoire bioprotection qui vend le répulsif Crusoe. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la démarche, qui est très significatif. Parce que là encore, c'est, je vais dire, en décloisonnant les approches, c'est-à-dire d'un côté, ceux qui sont en écologie qui étudient le moustique, d'un autre côté, des chimistes qui conçoivent de petites molécules qui ne sont pas forcément en phase avec le fonctionnement du moustique. C'est en levant cette barrière, ce verrou énorme qui est entre ces deux disciplines, qu'on arrive à avancer. Et je trouve que tous les projets, toutes les réflexions qui sont en interaction entre ces deux milieux permettront de fonctionner différemment et de nourrir de nouvelles solutions, des innovations qui permettront d'avancer. Merci beaucoup en tout cas Claude d'avoir partagé en tout cas la mission de BioInspire, c'est inspirant. Merci à vous aussi de participer à changer un peu les pratiques ancestrales de la chimie et d'autres secteurs. Et donc je vous dis à très vite et à bientôt. Peut-être que je viendrai vous voir à BioInspire, voir un petit peu le procédé et comment ça marche. Très bien, merci à vous. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode? Moi en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée.